le sujet qui nous occupe aujourd'hui, chacun peut bien s'en douter, il s'agit de l'attaque d'hommes armés contre la position militaire de Maroura dans la réserve naturelle de la Kibira. L'objet n'est pas tant de parler tactique militaire, mais plutôt le fait inhabituel que le gouvernement ait reconnu officiellement qu'il y a eu affrontement entre un groupe d'hommes armés et l'armée régulière. Plus les propos pour le moins virulents contre son voisin du Nord, le Rwanda, une position en contradiction avec les témoignages de militaires qui ont survécu à l'attaque et qui disent avoir affronté un groupe armé burundais contre donc cette position du gouvernement qui prétend que le groupe armé en question est venu du Rwanda et après l'attaque est retourné au Rwanda. Qu'est-ce qui est à l'origine de la reconnaissance des affrontements par le gouvernement? Les invectives verbales contre le Rwanda sont-elles justifiées? Nous en parlons dans cette 107e édition du Club de la Presse avec nos deux invités. D'abord, Bonfils Nyongede, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Révérien Bazikamoué, rédacteur en chef à la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Vous êtes tous les deux connus pour votre maîtrise des sujets militaires en tant que journaliste naturellement, si ce n'est pas trop présomptueux, mais c'est reconnu dans le métier par les confrères et consoeurs. En tout cas, vous suivez de près les questions irrelatives et vous êtes des habitués de ce plateau. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci pour l'invitation. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Et donc, le gouvernement reconnaît enfin qu'il y a eu des affrontements lundi entre des hommes armés et les militaires dans la réserve naturelle de la Kibira. Révérien Bazikamoué, qu'est-ce qui peut avoir motivé le gouvernement à reconnaître enfin ces affrontements, alors qu'auparavant, il disait que ce n'était pas du tout des hommes armés, que c'était juste des bandits qui passaient comme ça? Enfin. Enfin, oui. Bon, je dirais que c'est un pas en avant. C'est un pas en avant parce que depuis des attaques sur les positions militaires, dans différents endroits du Burundi, c'est la toute première fois que le gouvernement du Burundi a reconnu que l'armée s'est affrontée avec des hommes armés. Là où il y a un problème peut-être, c'est de ne pas reconnaître que ces hommes armés sont des Burundais. Mais d'abord la motivation. On reviendra sur cet aspect de la chose, mais quelle est la motivation selon vous? La motivation, à mon avis, c'est parce que l'armée burundaise a énormément perdu. Donc, lors de l'attaque de la position militaire de Maroura. Donc, c'était difficile à cacher. Oui, c'était très difficile à cacher. Et donc, une perte énorme. Et en tout cas, qui a poussé l'armée burundaise à faire une telle déclaration, de reconnaître quand même qu'il y a eu affrontement avec une bande des hommes armés. Et en plus, je crois que les militaires aussi... qui ont pris le risque quand même de donner des informations à nos médias, d'accepter qu'ils se sont affrontés avec une bande des hommes armés et des Burundais encore. Et quand même, l'armée se serait dit, mais comment cacher ça? Donc, qu'il fallait vraiment faire une brève déclaration comme on l'a fait, parce que ça a été vraiment une brève déclaration. Et donc, ça a été une déclaration de dire que l'armée a fait face à une bande des hommes armés et sans donner le moindre bilan de l'attaque. Donc, ça a été vraiment trop vrai. Avant d'aller vers Bonfils, vous avez dit qu'il y a eu des pertes énormes. Est-ce que vous auriez une idée, vous auriez des chiffres? Non, jusqu'à maintenant, ça reste une histoire en version parce que auparavant, on disait officiellement, donc on disait 8 militaires tués sur place et des dizaines portés disparus. Et au fil du temps, donc on a évolué jusqu'à parler, je crois, donc 60 corps qu'on a pu découvrir aux alentours du lieu de l'attaque. Et d'autres que jusqu'à maintenant on a encore retrouvé, donc qui seraient portés disparus ou qu'on n'a pas encore trouvé
les corps. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ça le bilan provisoire. En fait, qu'on ramasse, de là, donc, c'est une histoire en version, en fait. Merci beaucoup. Bon fils Nyongere, le fait de reconnaître ces affrontements, il a dit, enfin, le gouvernement reconnaît qu'il y a eu des affrontements. Est-ce que c'est une bonne chose pour le gouvernement? Non, ce n'est pas une bonne chose, mais également, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est purement et simplement que le gouvernement n'a pas voulu cacher la fumée lorsque la maison a été déjà détruite, portée en fumée, partie en fumée plutôt. Le gouvernement ne devrait pas donc omettre qu'il y a eu une attaque des hommes armés. Donc c'est un pas en avant, puisque ça, reconnaître qu'il y a des hommes armés qui combattent le gouvernement, c'est enfin, donc, comme le disait mon confrère, une étape. Et donc c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose exacte, puisque le gouvernement fait des déclarations un peu absurdes. Lorsqu'il dit qu'il y a eu des hommes armés qui ont attaqué la position de Maroura, son absurdité se relève remarque lorsque le gouvernement présente les attaquants comme le voisin du nord, le Rwanda. Mais exactement, la position a été attaquée et il y a eu la défaite de l'armée burundaise. Et donc, comme il y a eu la défaite de l'armée burundaise, il était difficile de rester sous silence de cette attaque. Et c'est pourquoi le gouvernement doit désigner l'ennemi, le voisin du Nord. Et désigner le voisin du Nord, ce n'est pas un fait de hasard. C'est depuis 2015 que le gouvernement de Burundi, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, il désigne souvent les voisins du Nord, le Rwanda, comme étant l'auteur ou l'instigateur de tout ce qui se passe au Burundi, puisqu'il y a eu des échecs qui ne veulent pas assumer, que les dirigeants du Burundi ne veulent pas assumer, mais qui veulent coller au dos des autres leaders qui... Donc, trouver des boucs émissaires. Trouver des boucs émissaires, oui. Et quand vous dites que ce n'est pas une bonne chose pour le gouvernement, est-ce que ce n'est pas dans le sens où maintenant ils ne peuvent plus dire que la paix règne totalement dans le pays? C'est imposé par le rapport de force. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est imposé par le rapport de force, la défaite de la position. Mais quand vous parlez de la défaite de la position, ce n'est pas la défaite de tout le gouvernement, de toute l'armée. Oui, ce n'est pas la défaite de tout le gouvernement, ce n'est pas la défaite de toute l'armée, mais c'est un message fort et clair. Et donc, c'est une bonne chose plutôt dans l'évolution des choses au Burundi que de voir qu'il y a eu une attaque qui fasse que le gouvernement fasse un pas. Oui, c'est du moins un pas qui donne un message au gouvernement et qui ouvre les yeux de ceux qui veulent voir, la situation, comment va évoluer. Révérien, vous avez parlé de ce qui aurait motivé le gouvernement à reconnaître les affrontements de lundi. Mais alors, qu'est-ce qui l'empêchait de le faire auparavant? De reconnaître, oui. Je crois que c'est une façon de cacher la fumée quand la maison est déjà en feu. Donc, ça veut dire quoi? Comme on sait que depuis 2015, on a déclenché un processus de négociation. Mais quand vous regardez les choses, à un moment donné, il y a des observateurs qui ont dit que l'opinion internationale, la communauté internationale semblait complètement se détourner de la situation qui prévaut dans le pays, justement parce que le gouvernement est en train de dire que la paix règne dans le pays et que finalement, la communauté internationale ne se sentait pas tellement concernée. Est-ce que quelque part, le gouvernement n'a pas réussi à tromper cette opinion? Je suis quelquefois pessimiste quand on parle de la communauté internationale parce que là vraiment, ce n'est pas défini. Moi, je dirais que ceux qui connaissent le Burundi le connaissent, je crois, en toutes choses. Je crois que même des grandes personnalités de ce monde savent qu'au Burundi, il y a un problème politique. Politico-sécuritaire. Politico-sécuritaire, si vous voulez, oui. Alors, si on dit la communauté internationale et que le gouvernement veut tromper la communauté internationale, que tout va bien au Burundi, là, je crois que ça serait une perte de temps de croire que des gens vont croire qu'au Burundi, tout va bien. Parce que si aujourd'hui, il y a une attaque des bandes armées et que le gouvernement
n'est pas parvenu à camoufler, à détruire ces bandes. Ça veut dire que c'est un échec qui revient au gouvernement. Alors, si il y a des hommes armés, disons, prenons un exemple pour l'attaque du 22 octobre, le mois passé. Souvenez-vous que c'est le porte-parole adjoint de la police qui a fait une déclaration comme quoi il s'agissait de 18 bandits armés. 14 d'entre eux ont été tués sur place. Mais pourtant, on avait dépêché au moins 3 bataillons qui sont montés de Bujumbura vers Bubanza pour aller intervenir. Alors, c'est tout ça en fait. Et la contradiction... oui, c'est la contradiction déjà. L'accusation contre les journalistes, oui, parce que ils participent à la déstabilisation du pays. Pendant la journée, on avait arrêté les journalistes des groupes de presse qui sont toujours en prison et on en regrette. Et quelques jours après, voilà, les journalistes sont accusés d'avoir collaboré avec les rebelles. Les rebelles qu'ils avaient niés le jour où le porte-parole a joint. Qui continue officiellement à nier. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je vois que Bonfils hésite de dire que le fait d'avoir accepté que l'armée burundaise fait face aujourd'hui à des bandes armées, je vois que tu hésites à dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est parfait. Parce que c'est la première fois depuis ces attaques que l'armée burundaise reconnaît quand même qu'il y a des hommes armés. Je crois quand même que tu lui fais un faux procès parce qu'il a quand même reconnu que c'était une bonne chose. Tout en hésitant. J'ai vu qu'il a beaucoup hésité. Il a beaucoup hésité. J'ai dit que le gouvernement n'a pas accepté pour sa propre volonté, mais c'est le rapport de force imposé par la défaite de Marura sur le mont Trignoni dans la localité anciennement dirigée par Mukubuka. Et que donc c'était une bonne chose. Tu vois toujours les doutes. C'est pas une bonne chose. Oui, puisque lorsqu'il y a des hommes qui meurent, c'est pas une bonne chose. On le comprendrait bien. Oui. D'accord. Oui, c'est le rapport de force imposé, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a des pertes quand même, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui. Mais quand même, il n'est jamais tard pour accepter que le pays est en difficulté. Il n'est jamais tard. Est en guerre. Aujourd'hui, si le gouvernement aujourd'hui veut toujours camoufler tous ces problèmes, mais qu'à un certain moment, ça devient difficile de camoufler ce qu'il devrait camoufler auparavant. Et parce que si l'armée burundaise a connu d'autres pertes dans la forêt de Kibira, on a regrette. Mais quand même, il faut que le gouvernement prenne conscience. Donc, et cette conscience, c'est quand même que ça devient quand même grave qu'une position militaire d'une centaine de militaires soit dévastée de la sorte. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous captez les mêmes messages. Comme qui dirait, à quelque chose, malheur est bon. Donc, oui. Disons, même si c'est difficile de le dire face à ces corps des Burundais qui ont péri, des militaires qui ont péri pendant ces affrontements. Mais quand même, il faut aujourd'hui que certains militaires, ces militaires de rang supérieur, il faut qu'ils prennent conscience quand même que ça devient très grave de laisser ces gens mourir sur le champ aux intérêts d'une poignée de gens des autorités. Sauf que les militaires dont vous parlez, on sait qu'ils sont, dans leur principe, c'est de respecter l'ordre donné. Mais peut-être que c'est parce qu'ils se sont laissés utiliser comme des instruments. Le Rwanda est revenu comme une rengaine dans les discours de Gitega d'après attaque et des partis politiques proches du pouvoir. Comment est-ce que vous interprétez ça? C'est une certaine forme liée à l'idéologie génocidaire, du moins à l'idéologie ethnocentriste. Entendre Bujumbura parler d'une attaque du Rwanda contre ses militaires et Jacques Bigirimana, caisse de résonance du parti au pouvoir et du pouvoir, parle aussi d'une attaque et ordonne sans pouvoir sans pourtant avoir le pouvoir de commander l'armée et ordonner à l'armée burundaise de poursuivre les rebelles jusqu'au sol rwandais. Et c'est aller au-delà de ces prérogatives. Il y a aussi Mutabazi, une coalition de partis, de 8 partis proches du gouvernement. Oui. C'est du moins, d'abord,
une motivation ethnocentriste et liée à l'idéologie génocidaire, puisque au sein de DFDD en soi n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas été, si il n'aurait pas été appuyé par les ex-phares déchus au Rwanda en 1994. Avec les armes, ils sont venus, ils ont formé au sein de DFDD, et parmi eux, ceux qui étaient sur le rang des capitaines, majors, lieutenants et sous-officiers, aujourd'hui, ils sont de hauts responsables de l'armée burundaise. Donc, d'anciens militaires rwandais qui sont des officiers. On n'en connaît pas moins de 10. Ah oui. Bon? On n'en connaît pas moins de 10. Qui ont été officiers. Vous pouvez en citer quelques-uns? On ne peut pas les citer ici sur le plateau puisque ça pourrait avoir des répercussions diplomatiques, mais en privé, je pourrais te dire celui-là. Mais donc c'est ça ce qui motive, c'est la première motivation. La seconde motivation, c'est que le gouvernement burundais veut démontrer aux yeux de ceux qui le croient, du moins, qu'il fait face à l'attaque extérieure du Rwanda, mais qu'il n'y a pas de facteur endogène qui est en train de faire face, d'imposer un rapport de force sur le terrain au Burundi. Donc, en quelques mots, le gouvernement a complètement tort de s'en prendre à son voisin du Nord. Il a complètement tort. C'est exactement ce qu'a dit le chargé de la communication au sein de l'armée rwandaise. Il a nié la déclaration de Bujumbura. Et celui, le chargé des affaires de la communauté est-africaine et le chargé de la communication, Olivier Nduhungirehe, lui aussi, il a dit que ces déclarations ne concernent que ceux qui l'ont qui les ont faites. Et que le Rwanda n'a rien à voir avec ces actes. Au lieu que le gouvernement demande de savoir ceux qui ont attaqué, ces rébellions, ces groupes armés qui ont revendiqué l'attaque, de savoir les responsables pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente afin de prévenir les Burundais ou la population burundaise d'une guerre fratricide que celle qu'on a connue il y a une décennie. Ça serait vraiment grave. On reviendra sur cet aspect. Révérien, quelles peuvent être les conséquences de s'en prendre à chaque fois à son voisin du Nord? Les conséquences, je crois que c'est beaucoup plus au niveau de la diplomatie des pays de la région. Et les conséquences aussi, c'est que le conflit politique burundais risque aussi d'être régional. Parce que si aujourd'hui, si les rebelles burundais décident de mener des attaques contre les positions militaires burundais, et que le gouvernement du coup se lève pour accuser le pays voisin, ça veut dire qu'à un certain moment, le gouvernement du Burundi a intérêt que le conflit finalement dépasse les frontières pour déborde les frontières pour aller chez les voisins et dire voilà, ce n'est pas un problème politique au Burundi parce qu'il a peur si aujourd'hui tout le monde est conscient que le Burundi connaît un problème politique. Et c'est clair que tout le monde va dire mais écoute, il faut résoudre votre problème. Mais le gouvernement du Burundi a ses intérêts de dire que donc notre sécurité est perturbée par notre voisin le Rwanda, ou bien le Congo ou la Tanzanie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas gérer la question à l'interne comme c'est interne. Donc on veut que la question prenne une dimension régionale et comme ça, Nkurunziza est couvert. Donc ça veut dire donc le Burundi n'a pas de problème. Selon Nkurunziza, le Burundi n'a pas de problème, ni tété la mauvaise cohabitation des voisins. Donc c'est ça en fait. Donc, et les conséquences, c'est que le conflit burundais risque d'être régional. Et donc c'est une simple fuite en avant de la part du gouvernement. J'ai lu un tweet de notre confrère Esdras Ndikumana de la RFI qui disait qu'aucune dépouille des militaires tués pendant les affrontements n'avait été présentée à sa famille jusqu'à hier. Est-ce normal? C'est anormal pour une armée dite irrégulière, puisque l'armée régulière a des principes sacro-saints. Lorsqu'un militaire est décédé,
il doit être présenté à sa famille pour les funéraires et l'armée burundaise accepte de payer tous les funéraires jusqu'à... Et donc ces funérailles qui devraient donc s'en suivre. Oui. Les funérailles doivent être faites au niveau du commandement, au niveau des bataillons et de l'état-major. Et la voiture doit être disponibilisée même pour les points les plus reculés pour aller prendre les familles et venir donner les derniers hommages à leurs enfants ou les frères ou cousins. Ainsi, l'armée aussi a fait aussi les mythes des derniers hommages qui font sur les militaires qui sont morts sur le champ de bataille avec les coureurs nationales. Et on a entendu dans un témoignage qui est passé sur la radio Inzamba, le militaire qui était rescapé de cette attaque, qui a dit les officiers, surtout ceux du CNDD-FDD, montrent qu'il s'agit d'attaques qui sont perpétrées par des étrangers et des bandits pour éviter de payer des indemnités de guerre. Est-ce que ça serait lié ? Oui, ça pourrait être lié puisque l'indemnité de guerre ou l'indemnité d'opération pour les militaires doit être versée lorsque le pays est déclaré en guerre. Lorsqu'on dit que le pays est en guerre, on doit impérativement donner aux militaires qui sont sur le champ de bataille une indemnité dite indemnité d'opération, puisque la même indemnité a été donnée aux militaires lorsqu'ils étaient en guerre avec le CNDD-FDD depuis 1995 jusqu'en 2004-2005. Lorsqu'on donnait l'indemnité d'opération une demi-quinzaine de mois et à la fin du mois, on donnait le salaire. Donc aujourd'hui, le CNDD-FDD fait face notamment aux problèmes politico-sécuritaires, mais également aux problèmes économiques, quitte à ce que l'Assemblée nationale et le gouvernement ne pourront pas aujourd'hui décider l'octroi des indemnités d'opération sur les militaires qui vont sur le champ de bataille. Et donc, pour vous, cela peut constituer l'une des raisons principales de dire qu'il y a des bandits, des voyous qui ont attaqué. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Inzamba Gate Kakawe. Nous parlons de la position du gouvernement par rapport à l'attaque de lundi dernier dans la Kibira, sur la position C'était samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, excusez-moi, sur la position de Marura. Avec nos deux invités, Révérien Bazikamwe de la télévision Renaissance et Bonfils Nyongere, journaliste indépendant. Le fait de toujours parler de bandits et du Rwanda serait-ce une façon d'encore faire le dialogue pour le gouvernement? Vous l'avez effleuré, Révérien, tout à l'heure. Oui. La question est d'autant plus importante que dans les appels qui ont suivi l'attaque de samedi à dimanche, comme vous l'avez précisé, il y a beaucoup aujourd'hui qui commencent effectivement à aller dans le sens de dire il faut impérativement qu'il y ait le dialogue. Est-ce que ça serait une façon effectivement de faire encore une fois le dialogue? Je dirais oui, mais vraiment à très peu de pourcentage, parce qu'aujourd'hui, je me dis que dans la tête du régime Nkurunziza, je crois que les négociations, je crois que ça ne figure plus dans leur tête. Dans son agenda. Je me dis. Non, mais si vous le dites comme ça, donc, ça veut dire que qu'est-ce qui reste alors? Moi, je dirais que le gouvernement de Bujumbura s'est engagé, a pris l'option de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, si on a terminé toute tentative de mener un processus de négociation. Et donc, fini. Vous êtes complètement découragé de la sorte que vous pensez qu'aucun jour, il ne sera jamais acculé jusqu'à accepter d'aller sur la table de négociation. Je n'ai aucune base sur laquelle ça peut fonder cet espoir. Parce que... Le rapport de force peut imposer. Lorsqu'il ne va pas dans les négociations, il va être chassé de force. Il va accepter les négociations. Écoute, je le dis comme ça, parce que vous avez vu ce qu'on a fabriqué par rapport au dialogue qui était engagé, et des séances qui se tenaient à Arusha ou à NTB de temps en temps. Et vous avez vu ce que le gouvernement a fabriqué
Donc, comme quoi les négociations entre le CNDD-FDD et ses partis satellites, vous avez vu, et on a clôturé les négociations, c'est fini. En queue de poisson. Non, quant à vous, ça s'est clôturé en queue de poisson selon vous, mais chez eux, c'est fini, on a clôturé les négociations. Et donc, vous êtes en train de Les parler recommandations de ce dialogue, c'est le changement de la Constitution. Et alors, si aujourd'hui, le gouvernement du Burundi veut accuser le voisin, le Rwanda, tantôt ce sont les bandits qui s'affrontent aux militaires, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la question est de chercher sur les boucs émissaires que le gouvernement cherche aujourd'hui. Finalement, de régionaliser le conflit. Comme vous le disiez tout à l'heure. Et en fait, de dire chez nous, ça va, on a même terminé les négociations inter-burundaises. Le problème, c'est inter-burundaises, c'est fini. Donc, le problème, c'est nos voisins, c'est pas nous en tout cas. Vous disiez quelque chose. Je disais que en ce qui est des négociations pour le gouvernement de Burundi, aujourd'hui, ce n'est pas son problème, ce n'est pas son agenda, que l'agenda du pouvoir, il considère que les négociations c'est déjà terminé. Mais vous disiez que c'était possible qu'il... C'est possible qu'il aille négocier lorsqu'il y aura l'imposition d'un rapport de force comme celui de Marura. Mais ça revient exactement au même quand vous dites ça. Ça veut dire que ça sera la guerre. Oui, ça sera la guerre. Oui. La guerre, lorsqu'il ne va pas accepter des négociations, il va les accepter de gré ou de force. Oui. Et lorsqu'on parlait de négociations auparavant, des échéances d'argent de dialogue, le gouvernement a créé un autre pseudo négociation à l'intérieur des pays, le CNDI, et la constitution actuelle de 2018 en est l'émanation. Mais tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous regrettiez plutôt les pertes humaines. Oui, je regrette et je regretterai même de la sorte. Dans 10 ans. Et vous êtes en train d'en appeler encore à d'autres attaques de la même manière. Oui, lorsqu'il n'y a pas autre moyen que celui de prendre les armes, oui, il faut être mis pour l'esclavage ou être mis pour la guerre. C'est entre les deux. Lorsqu'il n'y a pas eu de négociation... Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne exactement ce que vous voulez dire. Vous pouvez être beaucoup plus explicite. Et oui, et je vous dis que lorsque la population burundaise n'est pas mise pour l'esclavage de Nkurunziza, et la population burundaise va être mieux pour la bataille et pour la guerre contre Nkurunziza. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, la population croule sous la soumission de Nkurunziza? Oui. Si. Oui, parce qu'il piétine les règles et lois du pays, y compris la norme supérieure, la Constitution, les accords d'Arusha. Il a déjà intérêt. Il n'y a pas de légitimité de Nkurunziza. La légitimité pour le peuple burundais, c'est de combattre Nkurunziza et de l'obliger de s'asseoir sur la table de négociation ou de le chasser par force. Mais il y a d'autres facteurs, notamment ceux du travail le travail de la CPI. Le travail de la CPI pourra être appuyé par ceux qui pourront avoir l'audace et le courage de combattre Nkurunziza jusqu'à le faire reculer de sa position ou de le chasser. On va clôturer cette émission Réveillien en parlant de cette floraison de messages audio, écrits et même des images pendant et après l'attaque. D'ailleurs, on a entendu par exemple sur la radio Inzamba le témoignage d'un militaire disant être un militaire rescapé de l'attaque. Qu'est-ce qui peut garantir de l'authenticité de l'utilisation plutôt de ces éléments utilisés par les radios, surtout qu'ils sont en exil? Je sais que vous êtes rédacteur en chef à la télévision Renaissance, mais vous êtes également lié à la radio Inzamba. Écoute, ça a été une stratégie adoptée depuis qu'on a commencé à travailler en exil. Donc, depuis qu'on a été obligé de fuir et de continuer d'exercer le métier, ça a été une stratégie qu'on a adoptée pour protéger nos sources. Mais je prendrai par exemple un exemple très simple pour comprendre comment on doit gérer justement ce genre de communication. Prenons un exemple du militaire qui a témoigné parmi ceux qui étaient le rescapé de l'attaque.
et qui parlaient, qui disaient le calvaire qu'ils ont vécu lors de l'attaque et après même. Par exemple, ce n'est pas moi qui ai fait le reportage, c'est mon collègue Parfait Moudassigana, mais c'est une source commune pour nous. Si Parfait a utilisé... Est-ce qu'on ne risque pas de croire que vous avez peur de dire que c'est vous? Ah, non, non. Non, non. Donc, si aujourd'hui, alors, si Parfait a utilisé la source des militaires, moi, j'ai été au courant que c'est la source que nous partageons avec Parfait. Et ça ne s'arrêtait pas là. Et qu'il fallait surtout gérer sa voix afin qu'il n'ait pas de problème après. Qu'elle ne soit pas identifiée. Oui, oui. Et pour tous ces genres de communication, on ne prend pas parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a des audios qui racontent des histoires comme ça, des histoires diversifiées. Donc, ces réseaux sociaux nous aident à avoir des pistes pour mener nos enquêtes. Parce que, comme vous pouvez le constater, on ne prend pas. Vous recoupez les informations recoupe pour vraiment. être sûr de ce que vous diffusez. Oui, oui. Avec le fact-checking. Et j'ajoute aussi que sur le militaire qui a témoigné, donc si on cause avec le militaire, on ne prend pas à la lettre ce qu'il nous raconte. Nous, on doit aussi faire d'autres, on recoupe aussi, on doit demander aux autres, est-ce que réellement le militaire était sur le front? Est-ce que le militaire était parmi les rescapés de l'attaque? Oui, juste en quelques mots, vous venez de dire comment vous fonctionnez, comment vous travaillez, mais comment dire à l'opinion, comment ne pas se faire rouler par toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, les fake news, les rumeurs, etc. Écoute, aujourd'hui, il y a quand même une confusion, vous avez raison, il y a une confusion de croire que tout le monde maintenant a la possibilité de communiquer et qu'il soit entendu comme les radios. Non, non, ce n'est pas ça quand même. Aujourd'hui, si on a les réseaux sociaux qui sont vraiment pratiqués pour presque une bonne partie de la population, mais ça ne signifie pas qu'on croit vraiment à ces réseaux sociaux plus que les radios. Non, parce que je sais qu'aujourd'hui, chaque soir, les gens attendent les informations de nos radios pour finalement se rendre compte que l'information qu'ils ont eue via les réseaux sociaux, c'est raconté de la manière vraiment... Et donc votre appel, c'est que les gens puissent continuer à faire confiance aux médias classiques. C'est ça, c'est ça. Et chaque fois qu'ils ont les informations sur les réseaux sociaux, qu'ils fassent attention, parce que comme chacun a la possibilité de communiquer sous l'anonymat même, mais quand même, les radios, on assume. On assume. Voilà, c'est ça la grande différence. C'est donc par ces conseils de vous, révériens, que nous clôturons cette 107e édition du Club de la Presse. Merci donc à vous, mes invités, révérien Bazikamwe, rédacteur en chef à la télévision Renaissance, et Bonfils Nyongere, le journaliste indépendant. Merci également à toute l'équipe technique pour cette réalisation. À toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.